Salut, c'est Thomas Rozek. Tout comme communiquer sur les chiffres ou les courbes du chômage est un classique du discours politique, on s'est désormais habitué à voir dans les médias les différents ministres de l'Intérieur évoquer les attentats évités comme autant de preuves de l'efficacité de nos forces de renseignement. C'est à peine si désormais on prend la peine de préciser les motivations ou les ancrages idéologiques des aspirants terroristes interpellés, tant il est devenu évident, pour ce qui est de nos dirigeants en tout cas, qu'il s'agit de radicalisés religieux. Pourtant, ces extrémistes-là n'ont pas le monopole de la terreur. C'est ce qu'a notamment prouvé récemment l'attentat de Halle en Allemagne, où un militant d'extrême droite a tué 2 personnes après avoir tenté de commettre un massacre dans une synagogue. Un attentat qui fait écho à l'assassinat d'un préfet début juin, toujours en Allemagne, tué par un militant néo-nazi, le tout s'inscrivant dans un contexte de hausse des crimes attribués à l'extrême droite. Ça nous a donné envie de nous interroger. Quelle est la réalité de cet activisme violent en Allemagne ? Comment fonctionne-t-il ? Comment s'organise-t-il ? Et aussi, qu'est-ce qui fait que ces actes, ces attentats seront obligatoirement regardés avec un intérêt, voire une inquiétude plus grand lorsqu'ils se produisent précisément là-bas ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Je suis d'abord allé en discuter avec Bénédicte Lomont. Elle est docteure en sciences politiques, spécialiste de la droite radicale en Allemagne et en France. J'ai commencé par lui demander si, comme l'affirmait récemment le grand quotidien Süddeutsche Zeitung, l'Allemagne était confrontée à l'émergence d'une nouvelle menace, une fraction armée brune comparable à la fraction armée rouge qui a terrorisé le pays dans les années 70-80. Dans ce que vous dites, ce qui m'étonne le plus, c'est l'idée que ce serait nouveau. Parce qu'en réalité, l'extrême droite allemande est structurée depuis plusieurs dizaines d'années de cette manière, c'est-à-dire des partis politiques généralement peu importants. On voit que les choses ont un petit peu évolué depuis 2013, mais en tout cas, c'est le portrait typique, idéal typique presque de l'extrême droite allemande depuis l'après-guerre. Et en contrepartie, il y a une sous-culture assez forte. Et on le voit à travers les événements qui ont eu lieu ces dernières semaines, mais en réalité ces dernières années, une sous-culture capable de s'organiser et de passer à l'action. Donc c'est évidemment à ça que la Süddeutsche Zeitung fait référence, sauf que si on s'intéresse à l'extrême droite depuis 1945, on voit que les actes violents de ces groupes-là sont commis et de manière assez importante, très régulièrement, tout au long des dernières décennies. Par exemple, le début des années 90, on s'en souvient, y compris en France, a été marqué par des violences d'extrême droite, des émeutes racistes. On dit beaucoup en Allemagne de l'Est, en réalité aussi dans certaines régions de l'Allemagne de l'Ouest. Et on voit que dès les années 90, on a une extrême droite sous-culturelle, très organisée et capable de passer à l'action violente. Donc finalement, moi ce qui m'interpelle le plus dans ce que vous venez de dire, c'est la question de l'armée ou la faction brune, est effectivement, on va dire, une formulation qui un peu tape à l'œil. Mais en tout cas, c'est à mon avis, pas quelque chose d'entièrement nouveau. Ce qu'on a du mal à mesurer de l'extérieur, c'est l'ampleur justement de cette organisation de l'extrême droite pour ce qui est de ses activistes les plus violents. On entend souvent dire que ces actes, du coup, ces attentats sont commis par des personnes isolées. C'est le fameux mythe du loup solitaire, qui est d'ailleurs une thématique d'extrême droite assez forte. On a du mal à voir, du coup, si ce sont des émanations de cellules très organisées ou si effectivement c'est une galaxie de groupuscules qui finalement communiquent assez peu les uns avec les autres. Alors, concernant le dernier événement en date, donc l'attentat de Halle, c'est difficile à dire puisque l'enquête est en cours et qu'on a quand même des informations assez restreintes. En tout cas, on peut prendre l'exemple du NSU, donc ce groupe terroriste qui, entre 1998 et 2011, a assassiné une dizaine de personnes, la grande majorité d'entre elles étant d'origine immigrée, et donc des personnes qui ont été assassinées parce que d'origine immigrée. Et là, ce qu'on a observé ces dernières années, au fur et à mesure que les activités de ce groupe, leur trajectoire biographique, militante ont été scrutées, on voit qu'on a effectivement un trio qui s'est organisé pour passer à l'action, mais on voit que ce trio n'a pas pu vivre dans la clandestinité pendant plus de 10 ans sans l'aide d'un réseau très organisé. Donc si effectivement on a assez souvent des petits groupes, voire des personnes individuelles qui vont poser une bombe, qui vont assassiner une personne, on a souvent des réseaux qui, en tout cas, soutiennent, que ce soit idéologiquement, très souvent aussi financièrement, ces personnes-là. Donc,
là, sur les derniers cas, il faut attendre, parce que c'est encore très récent, c'est difficile, en tout cas pour moi, de me positionner. Mais en tout cas, ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est que ce sont des personnes qu'on peut penser isolées, mais qui sont en fait soutenues par des réseaux, eux, très organisés. Est-ce que l'arrivée massive du web a changé quelque chose dans l'organisation, justement, et la communication entre ces cellules qui pouvaient, par le passé, être plus isolées? On en a beaucoup parlé récemment du web, j'y viens directement, parce qu'avec l'attentat de Halle, sont apparus sur le radar des activités numériques du terroriste à l'origine de l'attentat, qui montraient qu'il était en communication, quand même, malgré tout, avec d'autres personnes partageant une idéologie avec lui. Donc là, sur le dernier attentat, c'est effectivement un élément assez marquant. Attention quand même, effectivement, le web est apparu dans la vie d'à peu près tous les citoyens depuis une vingtaine d'années, donc il n'est pas complètement étonnant qu'il soit aussi apparu dans les manières de militer à l'extrême droite, mais en fait pas seulement. Si on s'intéresse à d'autres mouvements sociaux, le web, en Afrique du Nord, dans la révolution tunisienne, a eu une place très importante. Donc, disons que c'est un élément qu'il faut prendre en compte, et on voit dans les réactions des hommes et femmes politiques allemandes que cette variable leur paraît importante et doit être travaillée pour effectivement que des réponses puissent être apportées sur ce média très spécifique. Après, je ne pense pas pour autant que le terrorisme d'extrême droite soit réellement renouvelé par l'apparition ou par l'utilisation assez importante de ce moyen de communication, parce que finalement les réseaux transnationaux d'extrême droite existent depuis bien longtemps. Et si on revient à l'attentat de Halle, justement, parlons de Halle, qui est le QG en Allemagne des identitaires. Alors les identitaires en Allemagne sont encore plus radicaux que les identitaires en France, et comme par hasard, c'est dans cette région que l'attentat se déroule. Donc effectivement, les activités sur le web de ce terroriste ne font pas de doute a priori. Ce qui sera intéressant de voir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est peut-être éventuellement les connexions plus interpersonnelles sur une zone géographique qui est quand même très marquée par l'activisme d'extrême droite. On dit souvent que l'activisme d'extrême droite, justement, est noyauté, surveillé de près et collé de près même par les services de renseignement allemands. Qu'ils ont en gros qu'il ne se passe pas un mini-événement dans ces groupes sans que la police soit au courant. Est-ce que c'est un mythe médiatique ou est-ce que c'est une réalité ? Bon, comme souvent un peu des deux. En fait, effectivement, l'extrémisme politique, et notamment l'extrémisme de droite, est très surveillé en Allemagne, puisqu'il y a des services de renseignement qui sont vraiment affectés à ces activités-là. Bon, cela dit, comme c'est le cas en France, la différence quand même entre la France et l'Allemagne, qui est peut-être nécessaire de rappeler pour un auditeur ou une auditrice française, c'est le fait qu'en France, on évalue à peu près 1000, max 2000 personnes, les militants d'extrême droite qui ont une appétence particulière pour la violence. Alors, c'est toujours des estimations qu'il faut prendre avec des pincettes, mais en tout cas, en Allemagne, il y a des chiffres officiels. La subculture d'extrême droite, c'est 25 000 personnes. Et le potentiel de violence de ces gens-là, ce sont 12-13 000 personnes. Donc, c'est quand même c'est 10 fois plus important qu'en France. Et par ailleurs, on a, et ça, c'est les chiffres de 2019, 500 militants d'extrême droite qui sont recherchés par la police. Donc, qui sont peut-être en Allemagne, qui sont peut-être à l'étranger, mais on est quand même dans des proportions assez différentes. Donc, même si on a des services de renseignement qui suivent ces mouvements-là, on est quand même face à un phénomène d'une certaine ampleur. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'il y a toute une histoire des services de renseignement allemands, de la police allemande, qui a eu, notamment dans les années 50, 60, 70, 80, une forte tendance à se focaliser de manière beaucoup plus importante sur le militantisme d'extrême gauche. Et donc, il y a une réelle difficulté qui est montrée par des tas d'enquêtes, qui est mise en avant aussi par tout un pan de la société civile mobilisée contre l'extrême droite, qui est de dire, depuis les années 90, cette surfocalisation sur d'autres types de radicalisme politique peut mener ces services-là souvent à négliger les risques représentés par ce militantisme d'extrême droite, aussi parce qu'il y a effectivement dans les activités policières ou chez les policiers l'idée qu'ils connaissent quand même bien l'extrême droite et qu'ils ont les choses en main. Bon, effectivement, on a quand même une série d'événements ces dernières années qui montrent qu'ils n'ont peut-être pas tant que ça les choses en main.
L'un des éléments qui change la donne, c'est par ailleurs les succès électoraux de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand dont une partie des thèses viennent des courants les plus radicaux. Un succès qui s'explique entre autres par l'actualité et l'arrivée à partir de 2015 de nombreux réfugiés fuyant les conflits au Moyen-Orient. J'en ai discuté par téléphone avec un autre fin connaisseur de l'extrême droite allemande, l'historien et politologue Patrick Moreau, directeur de recherche au CNRS. Il faut faire un petit peu de chronologie politique. Vous avez 2015. Vous avez l'arrivée, encore une fois, d'une forte migration moyen-orientale. Les gens, au départ, ne sont pas du tout hostiles à l'immigration. Même l'extrême droite, il y a des passages assez étonnants dans les textes de l'AfD où ils disent qu'effectivement, si ces gens-là arrivent et apprennent l'allemand, acceptent les valeurs allemandes et donc s'ils pratiquent une forme d'acculturation, ma foi, ils peuvent devenir des Allemands. C'est assez étonnant, ces textes sont très peu connus, mais ça existe. Il faut quand même il faut le dire. Mais après, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle un phénomène de libération de la parole. Plus la xénophobie s'installe, parce que les gens ont des problèmes et l'intégration a échoué, ou tout au moins elle n'était pas réalisable en un temps aussi court qu'on a bien voulu le dire, donc vous avez une montée de plus en plus forte, si vous voulez, de la xénophobie. Vous avez donc maintenant une population qui est à l'Est, majoritairement hostile à cette immigration. Alors vous avez des réactions, si vous voulez, qui vont du rejet quotidien dans les bus, dans les métros, etc. Vous avez des incidents très très nombreux maintenant entre les jeunes Allemands et les jeunes immigrés qui se défendent aussi. Vous avez donc de plus en plus, si vous voulez, de micro-conflits qui se développent. Et ça entraîne une libération de la parole, parce que l'AfD dit, il faut arrêter l'immigration est un danger, l'immigration va nous tuer, l'immigration va détruire l'Europe, donc les gens finissent par se dire, écoute, si on est attaqué, il faut se défendre. Donc vous avez une libération de la parole qui commence, si vous voulez, au niveau de la population, je dirais au cœur de la société allemande. Il y a 70% des Allemands qui pensent que l'islam n'appartient pas à l'Allemagne. Vous avez maintenant, si vous voulez, un véritable discours xénophobe qui est complètement établi, qui n'est plus marginal. Et ça, c'est un élément fondamental, parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez de facto un milieu positif qui se crée dans lequel des gens qui sont partisans de passer à l'action peuvent se dire, après tout, les Allemands sont derrière nous. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de fatalité qui fait que lorsque des événements violents comme l'attentat de Halle récemment se produisent, ils seront regardés de toute façon différemment parce qu'ils se produisent en Allemagne? C'est aussi un des éléments qui est en train de changer profondément en Allemagne. C'est la problématique de la culpabilité allemande. Vous avez en fait une contradiction entre la densité de la présence du national-socialisme à la télévision comme élément négatif, bien sûr. Il n'y a pas de journée, si vous voulez, dans lequel il n'y a pas quelque part une émission sur le national-socialisme. Il y a un rapport systématique à la question de l'Holocauste. C'est extraordinairement présent, des programmes d'études contre l'antisémitisme. Je les connais depuis que je suis étudiant, si vous voulez. On a constamment tenté, si vous voulez, d'empêcher toute résurgence de cette thématique. C'est une vision un peu naïve, si vous voulez, parce que il y a un oubli collectif qui s'est mis en place. Pas tellement chez les générations les plus âgées, et on le voit d'ailleurs en termes de comportement électoral. Les générations les plus âgées sont les générations qui sont le plus hostiles à l'AfD. La nouvelle étude qui vient de sortir, l'étude Shell, qui est une gigantesque étude qui porte sur 4 ans, montre qu'une très forte minorité des jeunes Allemands sont ouverts à des thèses nationales populistes. Et vous avez donc, si vous voulez, une double réaction qui se met en place. D'abord un phénomène de saturation. Un grand nombre de gens sont saturés qu'on leur répète en permanence que l'Allemagne a été coupable. Même si elle l'a été. Mais de la répétition ne naît pas forcément l'efficacité. Et la deuxième dimension, c'est qu'il y a de plus en plus une redécouverte, si vous voulez, de la grandeur de l'Allemagne, de la nation allemande, à travers ses penseurs, son histoire, etc. C'est toute la thématique de l'AfD. Alors c'est venu se greffer là-dessus, si vous voulez, un discours d'extrême droite spécifique, qui est celui de l'exploitation par les Juifs, et là on revient à l'antisémitisme, par Israël, de la culpabilité allemande. C'est-à-dire que les Allemands sont condamnés à payer ad infinitum.
Et c'est un élément, si vous voulez, important du discours. C'est pas aussi fort, si vous voulez, que la théorie du grand remplacement, mais c'est un élément complémentaire qui fait que la parole peut se libérer. Et de la libération de la parole peut naître l'extrémisme. Est-ce que ça signe aussi, quelque part, l'échec des politiques publiques qui ont visé à justement éviter toute résurgence, voire à dénazifier, comme on disait dans les années 40-50, à dénazifier l'Allemagne? De manière très intéressante, l'enseignement ne donne plus aux jeunes une perception du passé. Les jeunes Allemands, par exemple, ne savent absolument plus ce qu'était la RDA, la République démocratique allemande. Ils ne sont pas sûrs que c'était un système totalitaire. Ça a disparu. Ça s'est extraordinairement affaibli. Le national-socialisme, ils entendent naturellement constamment que c'était le mal, etc., etc. Mais lorsque vous regardez les émissions de télévision, ma foi, vous voyez les chars allemands débarquer en Russie, vous voyez des combats. Tout ça, c'est un petit peu comme un western, si vous voulez. Est-ce qu'on n'en arrive pas finalement à ce qui a été une des grandes craintes à la fin des années 40 et dans les années 50, qui était répétée régulièrement, et qui est l'oubli, tout simplement, et la mise à distance trop grande de ce passé qu'on est voué à revivre, du coup? Bien sûr, l'oubli est une dimension essentielle de nos personnalités. Et puis de surcroît, les générations disparaissent. Il ne reste plus, si vous voulez, que la communication, je dirais, en termes d'image. Et là encore, pour retomber sur Internet, vous avez sur Internet une quantité astronomique d'images positives du national-socialisme. Il y a un national-socialisme virtuel qui est offert, si vous voulez, aux gens. Et pour un esprit de 15 ans, il va avoir un site sur lequel on va montrer Auschwitz, et il va avoir 3 minutes plus tard un site dans lequel on va expliquer que le national-socialisme, c'est les autoroutes, c'est une natalité allemande, c'est des gens qui sont en bonne santé, etc., etc. Ça devient très difficile de faire le tri. Il y a une contre-histoire qui s'est installée. De facto, c'est une contre-histoire, ou c'est une autre histoire, si vous voulez. On a sorti du national-socialisme, à part les camps de concentration, que les gens, un des aspects, si vous voulez, nouveaux du national-socialisme, enfin du néo-national-socialisme, est que fondamentalement, il ne nie plus le Holocauste. Dans les années 80, vous aviez un très fort courant négationniste. Alors ce courant négationniste a beaucoup disparu, et au contraire, dans les groupes néo-nazis, ils disent tous, l'Holocauste, ça a existé, c'était très bien. C'est la formule, rouvrons Auschwitz. Sur ce constat tout à fait terrifiant, soyons honnêtes, il reste une autre question, celle des ponts transnationaux qui peuvent exister entre les droites radicales au niveau européen comme au niveau mondial. Une question qu'on creusera en détail dans notre épisode de demain, figurez-vous. Merci à Bénédicte Laumont et Patrick Moreau pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.